Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman, femme et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite te permettre de rayonner dans ta carrière ou ton business, de rayonner dans ta famille, de rayonner dans ta sexualité et finalement de rayonner dans toute ta vie. Si tu as des questions, des envies ou des recommandations, rejoins-moi sur mon compte Instagram Christine Levicki pour échanger. Dans quelques instants, tu vas pouvoir accéder à cette conversation passionnante que j'ai pu avoir avec mon invité. Mais avant de commencer, je voudrais t'annoncer que les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. La Voix d'Athéna, c'est un accompagnement en 12 modules pour te retrouver et te remettre au centre de ta vie. Pour faire la paix avec ton corps et découvrir pourquoi il est urgent que tu apprennes à honorer tes envies. Pour faire la paix avec ton sexe et découvrir les trésors de la sexualité. Et surtout, et enfin, pour activer tes super pouvoirs féminins et commencer à vivre ta légende personnelle sans retenue ni délai. La Voix d'Athéna, c'est le programme pour les femmes qui veulent arrêter de se sacrifier et reconnecter avec ce qui les fait vibrer. Je propose ce programme une fois par an. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à aller visiter mon site christinelevicki.com et à réserver ta place. On commence très bientôt. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir au micro Margot Roll, la co-créatrice du podcast Entre nos lèvres. Margot a 30 ans et elle a commencé sa carrière dans l'édition, puis finalement l'année dernière, elle a décidé de quitter son travail où elle ne se sentait plus alignée pour se consacrer en partie à Entre nos lèvres. Entre nos lèvres, c'est un projet qu'elle a créé avec son amie Céline Malvaux. Aujourd'hui, c'est un compte Instagram avec 60 000 abonnés, 50 épisodes de podcast enregistrés et 3 millions d'écoutes. C'est aussi un livre publié en 2021 chez Michel Lafon. Ce que Margot et Céline souhaitent plus que tout avec Entre nos lèvres, c'est nous offrir la possibilité de parler ouvertement sur le sexe. Pas juste faire la liste exhaustive de nos partenaires ou raconter nos anecdotes les plus gentiment désastreuses parce que c'est plus drôle, ou édulcorer certaines histoires ou censurer d'autres parce que c'est plus facile. Ce qu'elles veulent, c'est nous offrir la possibilité d'en parler en se livrant, en entrant dans la sphère intime, sans honte ni retenue, pour mieux comprendre et surtout se sentir comprise. Elles veulent, en nous offrant des portraits intimes de femmes surtout et d'hommes aussi, nous montrer qu'il existe autant de sexualité que d'individus et que finalement, nous ne pourrons jamais réellement définir le sexe. Entre nos lèvres, dénonce les normes, rappelle nos différences, nos libertés et ouvre le dialogue sur des tabous qui ne devraient pas en être. Alors, bonjour Margot et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faudrait dire pour te présenter ? Ah non, je crois que tu as réussi parfaitement l'exercice. Alors, j'ai envie de parler de Entre nos lèvres et de commencer par le début, en fait. Comment ce projet est né ? Eh ben, écoute, ce projet, il est né en 2018, quelques mois avant que sorte le premier épisode, lors d'une soirée pyjama qu'on faisait, Céline et moi, parce qu'au départ, on est toutes les 2 amies, principalement et on passait la soirée ensemble, à discuter de tout, de rien avec une amie et puis un moment, on s'est mis à parler de sexualité, justement et on ne sait pas trop pourquoi, mais ce soir-là, quand on en a parlé de façon hem, beaucoup plus intime qu'avant. Pourtant, tu vois, on était toutes les 3 très proches et c'était des discussions qu'on avait déjà eues, mais là, cette fois-ci, on a décidé de parler des choses, pour lesquelles on avait quand même des doutes ou pour lesquelles on se sentait pas forcément bien, ou pas forcément dans la norme, justement et de cette, conversation, en fait, donc qui a duré des heures, on est ressortis en se disant: «Oh là là, ça nous a fait, beaucoup de bien et c'est dommage qu'il y ait pas eu plus de copines à ce moment-là». Et du coup, en fait, c'est un peu parti de ça. On s'est dit: «Bah, c'est vrai que ce genre de conversation, c'est se mettre un peu à nu, mais en même temps, c'est faire résonner, ses propres, angoisses ou mots avec celles des autres»
Et en fait, on se rend compte qu'on se pose tous des questions sur notre vie sexuelle, sur la norme, sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire, sur un milliard de trucs. Et en fait, suite à ça, je pense que quelques jours après, Céline et moi, qui étions quand même de grandes fans de podcasts, on a dû s'envoyer un texto en disant, bah, en fait, cette conversation, il faudrait la reproduire et il faudrait en faire une émission. Et en fait, une fois qu'on s'est dit ça, c'était lancé, genre 2 jours après, parce qu'on est toutes les 2 un peu des dingues de projet. On avait le nom, on avait créé les adresses mail, on avait déposé les noms de domaine, on avait commencé un Google Doc de 25 pages qui essayait de mettre en place ce qu'allait être le projet entre nos lèvres et comment on a transformé une soirée pyjama en une émission de podcast. Mm. Et alors, donc, comment vous avez fait? Parce que c'est bien gentil d'avoir il y a quand même un grand écart entre avoir une conversation dans son canapé avec des copines et en faire un podcast, se dire ça devrait être une émission. Mais donc, comment vous avez développé le concept en fait et comment vous avez décidé de à quoi ça allait ressembler comme un podcast? Bah, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que au départ, on s'est vraiment dit que on allait être capable de reproduire cette soirée pyjama et donc de mettre un micro au milieu et d'avoir exactement le même contenu. Et aucune de nous n'avait fait de son avant. Donc, si tu veux, on a vraiment débarqué et je pense que c'est ce qui nous a aidés tout le long avec beaucoup d'innocence. On se disait juste, on a toutes les deux fait ce qu'on savait faire, c'est-à-dire moi je venais de l'édition et du marketing et Céline était directrice artistique. Donc en fait, quand un nouveau projet se présente, on s'est lancé à fond sur ce qu'on était capable de faire. Donc Céline, elle a créé le logo, la direction artistique, l'ADA, les couleurs, tout ça, pour que ça reflète ce qu'on avait envie que ce soit ce podcast. Et puis moi, derrière, on a beaucoup travaillé les textes, on a travaillé une espèce de grille de questions pour voir comment on pourrait mener nos interviews. Donc on avait tout ça. Et après, on s'est juste dit, bon, bah, c'est bon, on prend un micro, on le met au milieu de la pièce, on enregistre et vogue la galère. Et en fait, ce qui a été bon, toute l'identité et le projet qu'on a créé est resté le même. Par contre, là où on s'est rendu compte qu'on était vraiment très naïf, c'est au moment où on a récupéré le premier épisode enregistré, où on l'a écouté, on s'est dit, ah, en fait, on va pas juste pouvoir prendre cette heure et demie de conversation et la mettre en ligne parce qu'en fait, c'est insupportable à écouter, parce qu'il y a des blancs, parce qu'on se reprend tout le temps, parce que on est gêné parce on n'a pas l'habitude de parler au micro. Donc, on a récupéré cette matière et là, on s'est dit, oh là là, en fait, il va falloir quand même qu'on apprenne à faire quelque chose, c'est le montage et le mixage. Et donc, Mhm. bah, en fait, c'était le premier, la première moment de vérité qu'on a eu avec ce projet, c'est de se dire, ça va pas être aussi simple que ce qu'on imaginait. Parce qu'en fait, on est vraiment arrivé dans le podcast sans aucune formation en se disant, oh, il n'y a aucune raison que ça nous résiste, quoi. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à avoir des écoutes, il n'y a aucune raison qu'on fasse pas une émission super. Et puis, je me rappelle très bien de ce moment où on a écouté les rushs et on s'est dit, ah, en fait, il y a un métier qu'il va falloir qu'on apprenne quand même avant de mettre en ligne le Mhm. premier épisode. Mhm. Et donc le premier épisode, c'était la C'était le mien. reproduction, voilà. Donc c'était le tien, donc où tu as enfin tu as retémoigné à nouveau et partagé en toute intimité et ouvertement. Mm. Euh, et alors après ça, en fait, vous avez cherché à avoir des invités, vous avez cherché à avoir des Exactement. nouvelles personnes. Bah, en Euh, fait, ce qu'on a voulu faire au départ, c'était justement comme on avait envie de créer un lieu intime où on invitait les gens dans notre salon à se confier sur leur vie privée, leurs déboires, ce qu'on avait envie, c'était qu'ils se sentent à l'aise pour le faire. Et de là, on s'est dit, bah, en fait, on ne peut pas demander aux gens de se mettre à poil devant nous si on ne l'a pas fait en premier. Donc, la première chose qu'on s'est dit, c'est en fait les 2 premiers épisodes, ce seront nos histoires. Et après, on pourra aller demander aux gens s'ils veulent partager la leur, mais en fait, pour réussir à obtenir des gens qui nous partagent leur intimité, il faut bien qu'ils se sentent à l'aise de le faire avec quelqu'un qu'ils connaissent, entre guillemets, un petit peu. Donc, hmm, les 2 premiers épisodes, ça aussi nous a permis de travailler le montage, de voir comment fallait poser les questions, comment on pouvait retravailler. Donc, on a été toutes les 2 nos testeuses. Ça, c'était quand même plutôt une bonne chose parce que ça nous a évité d'arriver devant quelqu'un qu'on ne connaissait pas et puis de lui faire peur, en fait. Et après, les premiers épisodes, bah, en fait, du coup, on arrivait, on débarquait sur le monde du podcast, on connaissait personne, il y avait personne qui avait envie de passer dans notre émission, on était des nobody. Donc, on est allé chercher nos amis au départ.
qui avaient des histoires intéressantes parce que pareil, on s'est dit: «Bon, bah, bien, on va tester sur des gens, qu'on connaît et dont on estime que l'histoire, elle va être intéressante». Donc comme ça, tu as eu les 2-3 premiers invités qui faisaient partie de nos cercles et en fait, ce qui s'est passé très vite et c'est vrai que c'était assez, dingue pour nous et on était contentes, que malgré les déboires qu'on avait eus sur le montage, au moins, l'instinct qu'on avait eu, l'intuition qu'on avait eue que cette émission, elle allait faire du bien, c'est que, quand les premiers épisodes ont été mis en ligne, assez vite, en fait, on avait mis en place, les réseaux sociaux et un site internet qui disait: «Bah, en fait, Entre nos lèvres est ouvert à toutes les histoires, donc si vous en avez une et que vous avez envie de passer à notre micro, écrivez-nous». Et très vite, on a reçu des mails, au départ, c'était peut-être, 1-2 mails par semaine, puis en fait, tout de suite, ça a pris, des proportions assez importantes et on a reçu comme ça des dizaines et des dizaines de témoignages, parmi lesquels, en fait, on a eu tout le loisir de piocher pour aller chercher les histoires qu'on avait envie de raconter et celles qu'on n'avait pas encore, eu l'occasion de faire passer à notre micro. Mmh. Alors, donc j'ai plusieurs questions par rapport à ça. C'est comment est-ce que vous choisissez qui vous allez faire venir? Et puis aussi, j'aimerais que tu me racontes, tu m'as parlé tout à l'heure avant qu'on démarre l'enregistrement, un peu qu'est-ce qui se passe quand les gens viennent chez vous pour enregistrer, comment vous faites pour que ces personnes se livrent, en fait, se sentent. Donc, il y a une chose que vous avez fait, c'est que vous vous êtes mis à nu vous-même avant en enregistrant vos épisodes. Mais au-delà de ça, une fois que la personne vient pour enregistrer, je sais que vous avez votre petite sauce secrète qui font que les gens arrivent à se détendre. Donc voilà, première question, c'est comment faites-vous pour choisir les invités qui vont venir à votre micro? Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce qu'il y a des histoires particulières que vous avez envie de raconter? Ou voilà, comment identifier ça? Apparemment, ce ne sont jamais des personnes qui ont l'habitude de parler au micro, ce n'est pas des orateurs, ce n'est pas des personnes qui ont écrit des livres là-dessus, c'est juste des personnes comme tout le monde, hein. Mais voilà, comment choisir qui va venir au micro? Et puis après, comment faire parler cette personne au micro et comment faire en sorte qu'elle raconte son histoire? Bah, comment choisir? En fait, donc au départ, nous, ce qu'on avait envie, c'était qu'on puisse écouter entre nos lèvres vraiment des histoires très différentes, avec parfois des points de vue complètement opposés. Il peut y avoir des gens qui vivent une sexualité très épanouie, pour qui c'est très important, tout comme des gens qui vont être asexuels, tout comme des gens qui vont être plutôt avoir très peu de libido ou beaucoup, ou avoir vécu des expériences plus traumatisantes ou moins. Donc en fait, nous, on avait tout ça en tête, tous ces types de profils. Et après, ce qu'on faisait, c'est on regardait les mails et on voyait si les témoignages qu'on recevait, parce qu'en soi, on leur demandait de répondre à 4 ou 5 questions par écrit du podcast pour voir si en fait l'histoire qu'ils allaient nous dérouler euh, avait répondait aux critères qu'on avait et puis aussi était différente de celles qu'on avait déjà pu enregistrer. Donc c'est comme ça qu'on choisit. En fait, on reçoit, on lit le mail, on voit si c'est un angle ou une expérience qu'on n'a jamais encore pu faire découvrir à nos auditeurs. Et après, on écrit à la personne et on lui demande si eh ben, elle est toujours intéressée pour venir à notre micro, si elle habite en région parisienne, si elle peut venir. Et comme ça, donc évidemment, c'est simple quand les gens sont en région parisienne parce qu'on peut enregistrer plus vite. Mais sinon, après, on attend, par exemple, on a quand même beaucoup d'invités qui viennent de partout en France. Et puis, c'est au détour d'un week-end qui passe à Paris qu'on en profite pour enregistrer leur épisode Mhm. et le mettre au programme derrière. Donc ça, c'est comment on choisit. Ce qui a été compliqué aussi, c'est qu'en fait, on a très vite été dépassé par le nombre de mails qu'on a reçus. Donc en fait, au départ, on pouvait beaucoup plus facilement dire oui. Et puis en fait, au fur et à mesure, on recevait beaucoup trop d'histoires. Donc on n'avait même plus le temps de les lire. Et ça, c'était quelque chose qui nous faisait presque de la peine parce qu'en fait, et qui nous en fait toujours, c'est qu'on a créé cet endroit pour faire en sorte que les gens aient une possibilité de raconter leurs histoires, de se sentir mieux, de partager. Et en fait, on s'est retrouvés avec un afflux tel qu'on n'avait même pas le temps de les lire, parce que si on devait lire tous les messages qu'on recevait, en fait, on pouvait plus rien faire d'autre. En fait, on recevait des dizaines, des quinzaines de C'est mails par jour. intéressant ça parce que on parle beaucoup hein, du tabou autour de la sexualité. Et c'est tellement dommage d'avoir un tel tabou et pourquoi on a un tel tabou. Et là, vous offrez la possibilité aux personnes de parler et, euh, et en fait, les personnes se ruent pour Mm, parler. mm. On aurait pu penser que les personnes se ruent pour écouter. Il y a une grande Ouais. différence entre écouter et parler.
Et là, les personnes, un énorme afflux de personnes qui veulent parler. Donc, il y a vraiment une libération qui se joue là dans la parole, dans le fait Tout à de fait. dire les personnes. Je pense qu'elles cherchent. D'ailleurs, il y a peut-être des choses que tu souhaites nous dire là-dessus. Pourquoi est-ce que les personnes viennent au micro et pourquoi c'était important pour elles de venir parler de ce secret ou de leur intimité, en fait. Qu'est-ce qui se passe quand les personnes se mettent à parler de leur intimité? Eh ben, les trois quarts du temps, quand on leur pose la question de pourquoi elles sont venues, souvent elles vont te répondre que d'une part, c'était un exercice presque de psychothérapie pour elles. C'était de prendre un moment pour refaire et retracer leur histoire et que c'était important, que ça les a aidés à remettre de l'ordre dans leurs idées, d'avoir aussi le retour de deux personnes en face qui sont, enfin, on est toutes les deux là, évidemment, en pleine bienveillance, donc c'est un endroit où elles se sentent en sécurité pour livrer leur témoignage. Et l'autre part, souvent, c'est que elles se sont aussi, elles, senties seules dans leur cheminement, dans leur questionnement. Et en fait, elles se disent qu'en participant et qu'en mettant leur pierre à l'édifice d'entre nos lèvres, elles vont faire en sorte que peut-être d'autres personnes puissent bénéficier de leur témoignage et se sentir moins seules ou que ça va déclencher des conversations. Et c'est vrai que c'est ce qui se passe derrière. Ça, Hmm. c'est super. Mhm. Alors, raconte-nous Comment comment se vous... passe un enregistrement? Voilà, exactement. Et ben, donc, tu parlais de notre secret sauce. Nous, ce qu'on fait toujours quand on enregistre, c'est que on invite les invités. On n'est pas dans un studio, on est chez nous. On est soit chez Céline, soit chez moi, dans notre salon, et on invite les gens chez nous à venir déjeuner ou dîner avec nous. Donc, on passe comme ça 1 heure et demie, 2 heures à partager un repas, à discuter. On fait très attention à ne pas discuter du sujet de l'émission parce que souvent on s'est rendu compte que ça a été une de nos erreurs de débutantes. C'est parfois on commençait directement pendant le déjeuner à discuter de la vie sexuelle de la personne et en fait elle nous livrait avec comme on le livre à quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois, donc avec beaucoup d'émotions, etc. Et en fait, au moment où on enregistrait, on replaçait le micro derrière en fait, elles avaient l'impression de raconter la même histoire à quelqu'un à qui elles venaient de la raconter. Donc, en fait, ça passait plus du tout, c'était plus du tout aussi touchant ou émouvant. Donc, ça, on a bien appris. Donc, pendant le déjeuner ou le dîner, on parle de nos vies et on fait connaissance, mais on parle pas du sujet de l'émission. Et on boit 1 ou 2 verres de vin aussi, ça aide à se détendre. Et Mhm. après, on branche les micros et on passe à l'enregistrement de l'épisode. Et en général, ça a permis quand même de faire partir un peu le track. Parce que c'est pas facile parce que c'est ce que tu disais, en fait, les gens qui viennent à notre micro, pour les trois quarts, ce sont pas du tout des orateurs, ce sont pas du tout des gens qui ont l'habitude de la prise de parole, ce sont pas du tout des gens qui ont l'habitude des micros. Et puis en plus, on leur demande de s'exprimer sur un sujet profondément intime ou les trois quarts du temps, en fait, ils n'en ont jamais pas forcément parlé autour d'eux, ni à leurs proches, ni à leurs conjoints. Donc forcément, les premiers instants, ils sont toujours un peu émouvants et un peu tendus pour eux parce que c'est une première fois, quoi. Hmm. Hmm. Super. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des points communs dans les témoignages sur les thèmes de la sexualité? Parce que je te dis, les trois quarts du temps, souvent les gens, le point commun principal qu'on retrouve, c'est que euh, déjà, tu as eu un énorme impact de l'éducation de tes parents sur ta façon de voir le sexe. C'est-à-dire que s'ils étaient plutôt ouverts ou pas gênés, et ben, ça va quand même te faire des enfants qui vont moins, ou des jeunes adultes qui vont moins avoir de tabou là-dessus. Et à l'inverse, quand tu sens que dans la famille, c'était pas un sujet, et ben tu sens que c'est quelque chose qui te suit. Donc en fait, c'est rigolo comme les premières paroles ou les premiers instants où tu découvres ta sexualité. En fait, la réaction des gens autour de toi vont tout de suite te dire si en fait tu es censé en faire un tabou ou pas. Donc ça, Hmm. c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Je trouve que tu vois toujours l'impact de l'enfance, de l'adolescence, des premières discussions sur le développement des gens après. Ce que tu peux voir aussi, qui les relie tous plus ou moins, c'est souvent le sentiment d'avoir été un peu seul à un moment, ou de ne pas avoir eu les clés, de ne pas avoir compris les failles aussi qu'il peut y avoir dans l'éducation sexuelle, que ce soit les discussions que tu puisses avoir avec tes parents ou celles avec tes amis, où souvent tu peux être... t'es jeune, t'es un peu plus dans la performance, et un peu plus à qui l'aura fait le plus tôt, et puis tu parles pas du tout de comment ça s'est passé, tu dis tout de suite que c'était génial.
Alors que ça, c'est aussi un point commun qu'ils ont tous quand on leur demande, tous et toutes, euh, comment c'était leur première expérience. On va tous répondre que c'était naze, mais c'est normal parce que c'était une première fois et qu'on ne nous avait pas donné le manuel, donc faut bien apprendre. Mhm. Mhm. Alors, quel est le public, en fait, quelle est l'audience de Entre nos lèvres? Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des femmes? Quel âge? Quelles sont les personnes qui écoutent? Eh ben, écoute, à date, on a dépassé le 3 millions, on se dirige vers le 4 millions d'auditeurs et d'auditrices, donc ça fait du monde. Quand on regarde les statistiques, on voit que en majorité, c'est des femmes, mais je pense qu'il y a quand même un bon 20% d'hommes, donc c'est pas négligeable. Alors, c'est sûr que je pense qu'il y a plus de femmes au départ parce que, par exemple, notre émission donne la parole plus aux femmes. Il y a aussi des émissions sur la sexualité qui font la même chose que nous, mais qui donnent la parole aux hommes. Nous, on a choisi de, de donner plus la parole aux femmes et de temps en temps inviter des hommes pour avoir aussi leur retour d'expérience. Donc, je pense que ça se ressent. Et puis aussi, c'est ce qu'on se disait, il y a tout un univers graphique, toute une communauté sur Instagram qui est plus féminine. Donc, fatalement, en fait, ça se retrouve aussi dans notre auditoire. Mhm. Pourquoi avez-vous fait ce choix de vous consacrer De plus mettre, aux femmes? de parler, faire plus parler les femmes. Oui. En fait, on a pris le contre-pied des médias, c'est-à-dire que les statistiques montraient que, en général, quand la parole dans les médias était répartie à 75% pour les hommes et à 25% pour les femmes. Et du coup, nous, on s'est placé en opposé. On a décidé de faire parler majoritairement les femmes et un petit peu moins les hommes sur ce sujet. Et c'était une décision qu'on avait prise il y a 3 ans et qu'on tient depuis parce que bah déjà, entre nos lèvres, rien que le nom était de toute façon destiné plus à représenter une sexualité féminine. Et ensuite, parce que bah, il y avait encore une fois une multitude d'histoires qu'on avait envie de faire découvrir. Et d'ailleurs, ça se ressent aussi dans les mails qu'on reçoit et les demandes de témoignages. C'est que, encore plus d'ailleurs, dans les mails qu'on reçoit, on reçoit 90% des mails de femmes qui ont envie de s'exprimer. Mhm. Et est-ce que votre secret de sauce pour réussir à faire parler les gens marche aussi bien avec les hommes? Bah écoute, nous, je trouve que oui. Ben, moi, il y a beaucoup d'épisodes avec des hommes dont je suis hyper fière, Céline aussi d'ailleurs. Et ce qui était rigolo, c'était que c'était vraiment une question qu'on s'était posée au départ. On s'est dit, est-ce qu'ils vont réussir à se confier? Parce que bon, c'est pas, enfin, c'est justement, on se retrouve avec deux nanas face à soi. Et je me rappelle aussi d'ailleurs très bien du premier enregistrement d'hommes qu'on connaissait pas, avec qui on avait juste échangé par mail. Et je me rappelle du moment où on a ouvert la porte de se regarder avec Céline en se disant oh, on est quand même en train d'inviter chez nous quelqu'un qu'on n'a jamais vu ni d'Ève ni d'Adam, on espère que c'est pas un psychopathe quoi. Et en Mhm. fait, pas du tout, bah, ils ont tous été Mhm. extrêmement adorables, mais je me rappelle de cette première crainte qu'on avait toutes les C'est deux fou, ressentie hein? en se disant C'est ah, fou, c'est fou d'ailleurs ouais, qu'on se dise ça. C'est triste, oui. ouais, c'est triste. Après, on s'est dit, ah, punaise, ben, c'est dommage et en même temps, c'est très représentatif de ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, en termes de violences faites aux femmes, je comprends toutes les femmes qui ont peur quand elles marchent dans la rue, toutes les femmes qui ont peur quand elles ouvrent la porte à un homme qu'elles n'ont Oui. jamais rencontré avant. Mhm. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai l'impression que les personnes que tu interviews sont souvent majoritairement des personnes qui ont entre 20 et 35 ans. Tu me Tout à confirmes fait, ça? je D'accord, te ok. confirme. D'accord. Moi, je. Je te confirme ça parce que en fait, c'est assez simple. Comme, comme les personnes nous écrivent parce qu'elles ont écouté le podcast souvent, ce qui se passe, c'est que le podcast est souvent écouté par une tranche de la population entre 20 et 40 ans. On est sur ce qu'on appelle les cadres plus souvent urbains et souvent dans ces eaux-là parce que si tu vas demander à des gens de plus de 60 ans, le podcast, ils savent pas forcément ce que c'est. Des fois, ils disent podcast. Mhm. Ils savent pas où le trouver, où l'écouter. Et puis, les plus jeunes, je pense qu'ils y sont pas encore arrivés. Sinon, ils sont sur YouTube. Donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui dans notre programmation, c'est qu'elle reflète en fait les gens qui nous écoutent. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour nous d'avoir à notre micro des personnes plus âgées
par exemple. Alors, c'est intéressant parce qu'en étant interviewé sur ce podcast, vous allez peut-être avoir des sollicitations parce que moi, j'ai ce podcast, donc Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast qui accompagne les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Moi, j'ai une audience qui est beaucoup plus entre 30 et 55 ans, 60 ans. Ah bah venez alors. Voilà, exactement. Donc, j'ai vraiment la tranche qu'il te manque, en fait, hein. Tu vois la tranche Exactement. juste après. Et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant parce que j'ai écouté donc plusieurs épisodes, hein, et on entend beaucoup le chemin entre comment j'ai découvert ma sexualité enfant, comment ça s'est passé, comment s'est passée ma première fois, mes débuts et où je suis, quelle est ma sexualité aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une sexualité donc de personnes beaucoup des personnes que tu interviews ont la trentaine ou 26 ans ou 35 ans. Et c'est vrai que ça serait chouette qu'il y ait des personnes de mon podcast qui viennent parler sur ton podcast pour qu'on puisse avoir aussi les histoires de personnes qui ont voilà, la sexualité à 45 ans, à 50 ans, à 55 Ouais, ans, et puis le on chemin, adorerait. quoi. Le chemin de voir entre 20 ans et voilà, de voir le chemin qui se rallonge. Alors moi, c'est vrai que beaucoup de personnes que j'accompagne, et j'ai développé tout un programme pour accompagner les femmes qui s'appelle La Voix d'Athéna, et on parle beaucoup avec cette génération, qui est la génération que j'accompagne, d'une difficulté des femmes à être en paix avec leur corps. Mm. Et de vraiment des femmes qui ont beaucoup subi les dictates et tout ce message d'objectification du corps de la femme, il faut avoir pas de capiton, il faut avoir le ventre plat, il faut perdre les kilos, il faut avoir la taille fine, il faut ceci, il faut cela. Et donc, beaucoup de ces femmes se sentent coupées de leur corps et du coup coupées de leurs intuitions, coupées de leurs envies, coupées de leur guidance intérieure, coupées vraiment de toute cette dimension corporelle de leur être qui est en fait trop compliquée à gérer, quoi. C'est compliqué d'être dans ce corps, j'ai toujours l'impression d'être trop ou pas assez. Et donc, ces femmes se sont réfugiées dans leur tête à essayer de fonctionner comme des hommes, à essayer de gravir les échelons d'entreprise, de mener toutes leurs responsabilités de front, familiales, professionnelles et tout ça. Et donc, il y a une espèce de prise de conscience de je me suis perdue et je me suis détachée de moi-même par rapport à la base à vraiment cette déconnexion de leur corps. Et moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que les personnes que tu interviews qui sont plus jeunes, quand tu leur poses des questions par rapport, et je sais que tu leur poses ces questions-là par rapport à leur relation à leur corps, est-ce que tu trouves que la nouvelle génération et que des personnes plus jeunes sont plus en paix avec leur corps ou quelle est quelle est la relation au corps de ces personnes? Eh ben, je te dirais que sur la génération des trentenaires, on est encore dans ce que tu décrivais avant. Et tu vois, c'est assez drôle qu'on en parle parce que le prochain épisode que nous, on va sortir, c'est un épisode sur une dessinatrice qui a une quarantaine d'années et justement qui parle beaucoup, beaucoup du rapport au corps, de la grossophobie, de tous les dictates et à quel point ça a en fait teinté toute sa vie, toutes ses pensées et que si elle avait pas passé autant de temps à réfléchir à comment s'habiller et à comment plaire, elle aurait sûrement eu le temps d'inventer un vaccin. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve encore beaucoup chez les trentenaires. Moi, enfin, tu vois, la description que tu viens de me faire, je m'y conforme tout à fait. Je sens que sur les plus jeunes, ça change un peu. Par exemple, on a eu quelques interviews de personnes de moins de 20 ans, notamment pour le livre aussi, où on est allé chercher justement ces profils qui nous manquaient. Et j'ai l'impression que ça s'apaise, que justement, on est plus aujourd'hui dans une société qui tend à leur dire que tous les corps sont acceptables et que en fait, la norme de beauté ou d'être filiforme ou etc. N'existe plus aussi parce que je pense que les médias commencent à un petit peu montrer des représentations différentes, les publicités Oui. aussi. Donc, C'est formidable ce mouvement body positive là. ouais. Quand je vois les médias, quand je vois sur Instagram les photos qu'on voit maintenant, oh, quel vent d'air frais de voir des vrais corps. Ça va Mm. tellement nous libérer, ça va libérer tellement de choses. Ouais, tout à fait. Ah, c'est important. C'est Mm. important parce que c'est vrai que, enfin, que même nous, Céline et moi, on a grandi avec les magazines, avec les mannequins, avec les actrices de séries télé qui faisaient tout un 34. Enfin, en fait, il n'y avait pas de représentation. Et au-delà de ça, enfin, au-delà du type de corps, il y avait aussi très peu de représentation de personnes racisées, de personnes queer, de personnes qui décidaient de ne pas avoir d'enfants. Enfin, en fait, tous ces modèles de personnes n'existait pas en fait. Et quand ça n'existe pas,
les gens se disent qu'ils peuvent pas le devenir en fait. Donc c'est hyper important en fait qu'il y ait autant de représentations, de modes de vie et de personnes différentes pour que ça apaise en fait des- un grand nombre de personnes sur leur façon de se sentir eux dans leur corps et dans ce qu'ils sont. Mhm, mhm. C'est vraiment quelque chose qui est dans l'air en ce moment, hein, c'est d'élargir la représentation et de montrer que tout est possible et que tout est, enfin, au-delà, tout est possible, que tout est OK, qu'il y a il y a plein de possibilités d'exister dans son corps, dans sa sexualité, son orientation sexuelle, tout le rapport oui, du body positive, du sexe positive. C'est quelque chose de très important aujourd'hui dans notre société, dans l'évolution de notre société. Tu le sens toi aussi? Oui, je le sens et puis surtout, j'en suis ravie parce que je me dis qu'il était temps en fait. Et si nous, on peut, par cette émission, apporter une petite pierre à l'édifice qui soit de mettre à disposition gratuitement sur Internet à qui veut l'entendre des récits de vie autour de la sexualité, du rapport au corps, du rapport à l'autre, et que ça peut aider les gens à justement se dire qu'il existe autant de sexualité que de personnes, bah, en fait, la mission est remplie. Hmm. Quels sont selon toi les plus gros challenges que notre société doit surmonter autour de ces sujets? Bah, je pense que principalement, on l'a un petit peu évoqué avant, il y a quand même cette problématique des violences faites aux femmes, parce que elles existent toujours et elles n'ont pas l'air de tellement se calmer. On a toujours quand même un nombre beaucoup trop important de viols, de féminicides et j'en passe. Donc ça, c'est vraiment un problème sociétal qu'il faut aborder au plus tôt et ça se fait par l'éducation des garçons aussi, beaucoup, sur bah, les modèles qu'on leur montre, sur arrêter de les ériger en hommes forts et qui n'ont pas accès à leurs émotions et à leurs faiblesses et à ce qu'ils font d'eux des humains. Et comme ça, en fait, on arrêtera de cultiver la colère qu'ils ont en eux et après qui se déchaînent. Donc je pense que ça, c'est principal. Et après, effectivement, tu l'as dit aussi, et tu as raison. Je pense que dans l'intime aussi, il faut que les femmes et les hommes arrivent à se réconcilier avec leur vulnérabilité, avec leurs identités, le fait qu'ils sont différents, qu'ils aient des corps différents, que c'est pas grave, que leurs expériences varient et qu'on se retrouve tous un peu plus connectés à notre corps et un peu moins à notre tête et à toutes les pensées qui s'y mêlent et qui arrivent pas à se taire, quoi. Hmm, hmm. Et souvent, beaucoup de ces pensées sont liées à cette idée qu'il y a des normes. Donc, Ouais. voilà, un corps, ça doit ressembler à ça. Une femme, ça doit ressembler à ça. Un homme, ça doit ressembler à ça. Un sexe, ça doit ressembler à ça. Des seins, ça doit ressembler à ça. Et puis après, il y a une femme, ça doit ressembler à ça. Un homme, ça doit ressembler à ça. Une sexualité, un couple, ça doit ressembler à Mm. ça. Une famille, ça doit ressembler à ça. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de normes, en fait. Et donc, on est Il y a énormément constamment d'injonctions. Ouais. voilà, et donc on est beaucoup, beaucoup perdu on perd beaucoup d'énergie en fait à se poser la question de est-ce que je suis dans la norme? Comment est-ce que je peux être plus proche de la norme? Il y a quelque chose qui ne va pas, enfin, il y a beaucoup de jugements, de peur, de limitation et de contraintes et d'énergie à chercher à être dans la norme. Or, ce que vous dites, vous, dans votre podcast, c'est qu'il n'y a pas de norme en fait. Non, bah non, en fait, et c'est ce qu'on a aussi, nous, appris en interviewant tant de personnes, c'est qu'en fait, il y a pas de normes. Enfin, tant que c'est fait dans le respect de soi et de l'autre, tout est OK, en fait. Il y a aucun problème si vous sentez que vous préférez les hommes, les femmes, personne. Si vous sentez que, en fait, les relations à plusieurs, c'est quelque chose qui vous attire plus. Si vous sentez que vous n'avez pas envie d'avoir de vie sexuelle, si vous sentez que votre libido, eh ben, elle est en berne pour les 6 prochains mois, eh ben, en fait, tout ça est complètement OK. Puis surtout, tout ça est aussi très mouvant, en fait. C'est ce qu'on voit. Alors, c'est pour ça aussi que ce serait intéressant pour nous d'avoir à notre micro des personnes plus âgées, parce que une sexualité, elle n'est pas figée. Nous, nos épisodes, on les a enregistrés quand on avait, bah, maintenant, quand je regarde, on avait 26 ans. Aujourd'hui, on en a 30. Si on devait réenregistrer nos propres portraits, ils changeraient. Alors, pas sur tout,
mais sur nos expériences actuelles et comment elles ont évolué et le regard qu'on porte sur nous, sur des expériences passées, ça évolue tout le temps. Et la Mmh. sexualité, c'est ça, c'est quelque chose de vivant en fait. Mmh. C'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui évolue et ce qui est important, c'est que la personne qui est concernée, en fait, que les personnes qui sont concernées, que ce soit une personne ou plusieurs personnes, ou deux ou trois ou cinq, à partir du moment où il y a du consentement et à partir du moment que ce soit le consentement de ne pas faire l'amour ou le consentement de faire l'amour à plusieurs, ou que ce soit le Mmh. consentement de, quelle que soit l'expression de la sexualité à ce moment-là, que ce soit une non-expression ou une expression, à partir du moment où les gens sont OK et, qu'il y a et que ça met tout le monde en joie, en fait, Mmh. ou en paix, et qu'il y a ben, en fait, tout va bien. Exactement, tout va bien. En fait, tout va bien. Mmh. Mmh. Et c'est vraiment ce qu'on espère, on espère qu'un jour, on espère qu'un jour cette émission, sera regardée, de loin en se disant: «Oh bah, dis donc, aujourd'hui, on n'a vraiment plus besoin de ça». Ouais. Ce serait l'idéal et que en fait, ce soit une archive, comme ça du 21e siècle et d'un moment où c'était si compliqué pour tout le monde. Ce serait l'idéal, mais pour l'instant, en tous les cas, elle a encore besoin d'être là parce qu'il y a encore tout ce travail à faire. Mmh. Mmh. C'est marrant, je connecte pas forcément avec l'idée de c'est compliqué. C'est juste que c'est pas clair et il y a un besoin de libération, ça c'est sûr. En tout cas, moi j'ai écouté plusieurs épisodes et c'est vrai que c'est agréable d'entendre toutes ces histoires tellement différentes. Mmh. Et te dire, ah, mais donc en fait, si les gens, quand j'écoute un épisode, je me dis pas forcément, ah ben moi je veux faire pareil. Je me dis, mais si elle fait ça, moi je peux faire ce que moi j'ai envie de faire, par exemple. C'est pas Ouais. forcément la même chose, mais en fait, la possibilité d'écouter de faire son chemin, en fait, et de vivre sa vie, ça c'est vraiment chouette. Alors j'ai une question à te poser. Est-ce que, est-ce que vous avez des haters, des personnes qui vous menacent, qui n'aiment pas ce que vous faites, qui se sentent, qui disent que c'est mal? Je sais que Dora Muto, que j'ai interviewé, qui a écrit le livre Mal baisé, qui a le compte Tajoui sur Instagram, a dû récemment suspendre son compte parce qu'elle avait eu même des menaces, hein, de violence. Euh, comment c'est pour vous? Est-ce que vous avez des haters sur votre compte? Alors écoute, on en a pendant très longtemps pas eu. Parce que encore une fois, en fait, pour écouter un podcast, faut que tu connaisses son nom. Ça veut dire que soit quelqu'un te l'a recommandé, soit tu es tombé dessus sur Instagram. Après, tu es allé sur ton application, tu as été écouté et tu as écouté la vie de quelqu'un pendant 40 minutes. Et en fait, fatalement, normalement, si tu es un humain normalement composé, tu es en empathie avec la personne qui te raconte son histoire. Et donc, en fait, pendant très, très longtemps, on avait vraiment quasiment que des messages d'amour, de gens qui nous disaient que ça leur faisait du bien, des très bonnes notes sur Apple, enfin tout ça. Le le moment où ça a été plus dur pour nous, c'est, il y a eu plusieurs moments où nos réseaux sociaux ont grandi parce qu'en fait on a pris position sur des débats, que ce soit, le premier c'était en fait notre compte Instagram n'arrêtait pas d'être menacé de suppression par Instagram, eux-mêmes, parce qu'on montrait justement des corps différents. Et Instagram a une politique très complexe et pas très claire sur ce qu'on a le droit ou pas de montrer. Et en fait, on mettait en avant le travail de photographes qui prenaient en photo des corps. Ça n'avait évidemment rien d'obscène. Ce n'était pas du tout des images à connotation sexuelle. Mais Instagram n'a pas trop aimé et du coup, on a supprimé plusieurs à la suite et après a menacé de supprimer notre compte. Ce qui nous a un peu mis en colère parce que en même temps existaient sur Instagram des tas de comptes pornographiques qui avaient plutôt des images qui avilissaient la femme et que ça posait de problème à personne en fait. Tu avais des comptes avec des millions d'abonnés où tu voyais un mec poser une coupe de champagne sur les fesses nues d'une nana. Enfin bref, je t'épargne les détails, mais Mmh. des tas d'images vraiment dont le contenu est un peu plus gênant que juste une photo d'une femme qui a des formes et qui se trouve très belle dessus. Donc en fait, on a posté comme ça un, un contenu qui est devenu hyper viral et qui en fait qui a amené sur notre compte Instagram peut-être 20 000 personnes d'un coup.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là où nous, avant, on était avec notre petite communauté de gens qui nous écoutaient tous et qui nous connaissaient, on s'est retrouvés avec 20 000 personnes qui sont arrivées sur ce compte parce qu'elles avaient vu une prise de position qui leur paraissait intéressante, mais après qui n'avaient aucune idée de ce qu'on faisait par ailleurs. Donc en fait, ça a été des moments où parfois on postait des extraits de nos podcasts et les gens nous tombaient dessus de façon ultra violente parce que c'est tout le problème d'une citation, c'est qu'effectivement, une citation hors contexte, elle est censée t'intriguer, mais elle ne reflète pas l'intégralité de ce qu'a dit la personne. Et donc nous, c'est vrai que c'était pas l'année dernière, c'était plutôt en 2020, ça a été un peu une année compliquée pour nous parce que on se prenait comme ça des commentaires et en fait quand tu crées du contenu gratuitement sur les réseaux sociaux que on a mis, enfin tu vois, aujourd'hui c'est toujours pas c'est toujours pas quelque chose de rentable ce qu'on fait. On a investi beaucoup de notre argent personnel dans ce projet, du temps et en fait quand tu te prends des vagues comme ça de gens qui ont juste envie de se défouler, bah c'est assez compliqué à gérer. Je crois que maintenant, on a un peu mieux réussi et quand on se prend des messages de trolls, on se les envoie et on rigole. Mais fut un temps, c'était moins facile à gérer. Et les personnes les trolls, enfin, c'est juste des trolls qui sont là pour vous embêter ou il y a vraiment des personnes qui ont des positions et qui Non, non, cherchent il y a à... des personnes qui ont des positions, hein. Non, non, ça peut. Enfin, après, tu vois, ça va de commentaires genre vous ne savez pas mener une interview ou vous avez des rires de dinde. Bon, soit, très bien, ça. Merci. Merci. Tu peux t'en aller. Non, par exemple, on a parfois, enfin, c'est tout le problème de comptes qui prennent position sur des sujets de société ou des sujets militants, c'est que des fois, tu peux faire une maladresse dans tes Oui. mots. En fait, ça arrive à tout le monde de se planter, de ne pas utiliser le bon mot ou d'oublier d'être plus inclusif, d'avoir oublié une partie de la population à laquelle tu n'avais pas pensé. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de gens, enfin, en fait, il n'y a pas de problème à faire une erreur, il n'y a pas de problème à annoncer à la personne en face de toi qu'éventuellement elle a fait une erreur, peut-être. Et en fait, il y a la façon de le faire. Et en fait, le problème d'Internet, c'est que les gens juste cherchent un moyen de te tracher. Et je me rappelle une fois une personne qui nous avait mis un commentaire comme ça, vraiment pas chouette. Et du coup, on s'est dit, bon, d'accord. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on supprime son commentaire et on va lui parler en privé pour discuter avec elle en disant bah en fait t'as amené ce sujet-là, c'était pas tout à fait le sujet de notre poste mais on voulait t'en parler parce que de toute évidence il y a quelque chose qui te chiffonne et cette personne nous a juste répondu à la fin maintenant mais je suis un peu embêtée que vous ayez supprimé mon commentaire, il avait quand même 16 likes. Là tu te dis attends en fait pourquoi tu enfin c'était quoi ton but en fait dans l'envie que tu avais de nous s'informer qu'on avait fait une erreur, c'était vraiment de nous informer qu'on avait fait une erreur ou c'est de faire un espèce de mini buzz de commentaires? Et souvent, en fait, c'est un peu ça. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué. Et après, aujourd'hui, notre politique, elle est un peu plus dure. C'est que on considère que nos réseaux sociaux et notre podcast, c'est chez nous. Et qu'en fait, les gens n'ont pas à arriver avec leurs chaussures sales et en foutre partout, en fait. Donc, au moindre commentaire désobligeant, pas sympa, ou qui s'en prend à un de nos invités, ou que sais-je, en fait, on supprime et on bloque. On a décidé qu'on n'avait plus le temps, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, ça me parle quand tu disais, c'est vrai que c'est possible de faire des erreurs, c'est possible d'oublier, d'inclure, surtout quand Bien sûr. surtout quand on se positionne sur des sujets qui sont peut-être tabous et difficiles. Et là, on est sur des sociétés aussi sur des sujets féministes qui sont des sujets très forts en ce moment. Donc, il y a aussi tous les combats entre féministes qui parfois n'est pas simple. Et ça, je trouve ça intéressant parce que moi, j'accompagne beaucoup les femmes à oser parler, oser dire ce qu'elles ont à dire, faire ce qu'elles ont à faire, être qui elles ont envie d'être. Et il y a souvent cette peur de se tromper, d'oublier, de pas tout faire, de pas avoir pensé à tout. Toujours cette impression de il me manque quelque chose, je contrôle pas tout, je suis pas en contrôle de tout, et donc du coup, j'y vais pas. Et je trouve ça chouette c'est pour ça que je veux pointer là-dessus, de se dire, bah oui, quand on avance sur un projet, quand on lance un podcast, quand on écrit un livre, quand on monte sa boîte, quel que soit, ou quand on prend la parole en réunion,
réunion, il y a toujours ce risque qu'à un moment donné, si on se fait entendre, si on se fait voir, si on se montre, si on se positionne, si on devient acteur de ce monde, eh ben, il y a toujours ce risque, c'est même pas un risque, c'est même une certitude qu'il y a des moments où on va se tromper, il y a des moments où on va faire des erreurs, il y a des moments où on va oublier, il y a des moments où on va pas dire, on va pas inclure, bref. Et il y a des personnes en face de nous qui vont nous le faire remarquer. Alors, on espère qu'elles vont nous le faire remarquer avec de la bienveillance. Et là, c'est formidable parce que dans ce cas-là, on grandit. Dans ce cas-là, on grandit. Dans ce cas-là, on s'améliore. Si la personne nous le fait savoir en nous agressant et en nous abaissant, bah, il faut espérer qu'on puisse avoir des personnes autour de nous qui vont pouvoir nous soutenir pour qu'on puisse tirer les leçons. Parce qu'en général, quand quelqu'un, il y a toujours des leçons à tirer, mais tirer les leçons et puis en sortir grandi. Mais c'est vrai que parfois, ça peut être plus challengeant que d'autres. Euh, et voilà, je voulais pointer ça sur le Ouais, bien fait sûr. que. Non, mais c'est un vrai sujet. Nous, avec Céline, on en avait écrit un post qui parlait de ce qu'on appelle la pureté militante. Et en fait, c'est justement ça. C'est le principe selon lequel, en fait, tu ne peux pas t'exprimer sans que ta parole soit parfaite. Et en fait, ça crée beaucoup de stress chez tout le monde parce qu'en fait, tout ce sur quoi on s'exprime aujourd'hui, nous, sur le féminisme, sur la sexualité, ce sont des choses qu'on a appris. Et en fait, en face de nous, il y a des tas de gens qui ne savent pas ce qu'on sait, et inversement. Il y a des tas de gens qui savent des tas de choses. Par exemple, Céline et moi ne sommes pas des personnes racisées. On a besoin d'entendre les échos et les retours de personnes qui le sont, ou en situation de handicap, enfin, qu'importe. Euh, mais en fait, si on empêche les gens de parler tant qu'ils n'ont pas toutes les informations ou qu'ils n'ont pas tout bien compris ou tout bien adressé, en fait, plus personne ne va jamais oser parler. Et en fait, on va se retrouver avec une situation qu'on dénonçait au départ, c'est-à-dire qu'on silencie les femmes et qu'elles n'osent plus prendre la parole. Mmh. Mmh. Voilà, tout à fait. Donc, oser prendre la parole, faire de son mieux au moment Exactement. où on le fait, et puis savoir Et que puis si ben, vous vous trompez, vous avez juste à demander à la personne en face un peu d'indulgence. Enfin, dans ce monde, on est censé pouvoir en donner. Mhm, mhm. Super, super, super. Alors, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Donc, on a parlé du podcast, on a parlé du compte Instagram, des headers, des relations avec ça. Il y a aussi le livre, donc qui est sorti l'année dernière, qui est un formidable livre. J'ai l'impression que vous avez voulu que ce soit un livre de table de chevet ou un Tout livre de à table fait. à café, un livre vraiment où on le prend, on le met sur ses genoux et on plonge un peu dans l'univers de différentes histoires, de différents vécus autour de la sexualité, c'est ça? Exactement. Bah, toutes les deux, on était très, très attachées à l'esthétique. Donc, on voulait déjà que ce soit un très bel objet parce qu'on passait quand même d'un format audio gratuit disponible à tout le monde à un format papier payant. Donc, on voulait que nos auditeurs et auditrices y trouvent quelque chose en plus. Donc, c'était important pour nous que ce soit un bel objet. Et au-delà de ça, c'était aussi important pour nous qu'on le retravaille beaucoup. Donc, il ne se lit pas du tout linéairement comme le font les podcasts où on presse, on appuie sur play et puis on a toute l'histoire d'une personne. Là, il se structure par grandes étapes de la vie dans lesquelles toutes les personnes qu'on a interrogées interviennent et se répondent sur une thématique. Et ensuite, on a aussi souhaité, justement, sur ce qu'on se disait avant, on avait beaucoup de personnes entre 20 et 40 ans. Et donc, dans ce livre, on est allé chercher des portraits de personnes qu'on n'avait pas réussi à avoir à l'audio. Donc, on est allé d'adolescentes de 12 ans à des femmes et des hommes entre 50 et le plus vieux, je crois qu'il a 82 ans. Mhm. Donc, on a essayé de compléter comme on pouvait là-dessus. Super. Et alors, quels sont les futurs projets Hmm. pour Entre nos lèvres et pour toi, Margot, aussi, personnellement? Eh bien, donc, c'est rigolo. Tu vois, on a cet entretien le jour où on a finalisé de créer notre société. Donc, D'accord. jusque-là, on fonctionnait toutes les deux avec nos auto-entreprises en essayant de bricoler un peu. Puis, au bout d'un moment, on s'est dit non, mais en fait, si on veut que le projet Entre nos lèvres grandisse et existe, il faut qu'on passe l'étape supérieure et qu'on crée une entreprise. Donc on en est à ce stade-là et dans l'idée du coup c'est donc Entre nos lèvres c'est une émission qui est gratuite, qui est disponible en ligne, qui n'est pas rentable même si elle a beaucoup d'audience. Ça fait 3 ans que en fait le peu d'argent qui peut rentrer par le biais de la publicité repart direct dans tous nos coûts de création.
Mmh. Donc en soi, c'est pas grave, mais là, ce qu'on se disait, c'est que pour le faire grandir et pour qu'on puisse développer d'autres choses, il allait falloir qu'on trouve des moyens de rentabiliser davantage le projet. Donc on va beaucoup s'axer sur la création d'une boutique en ligne qu'on a déjà lancée, mais sur laquelle on voudrait continuer à vendre des objets dérivés de notre univers, que ce soit de la papeterie, des carnets, des illustrations qu'on a déjà, et aussi tous les produits de sexualité ou d'intimité, avec une sélection spécifique, parce que par exemple, on a aussi réfléchi au fait que nous, on ne se retrouvait pas, ni Céline ni moi, dans l'offre qui existait en matière de sexualité aujourd'hui. Les passages du désir et autres boutiques, c'était pas des axes qui nous parlaient. Donc on s'est dit que comme l'émission de podcast, on allait essayer de créer un endroit où les objets, où les soins qui étaient mis en avant nous parleraient davantage à nous. Donc c'est un axe pour l'année prochaine. Et par ailleurs, une autre façon qu'on a trouvé d'arriver à une forme de rentabilité, c'est de produire des émissions de podcast pour d'autres. Parce que, bon, maintenant, ça y est, on a quand même vraiment bien compris comment il fallait faire du montage, du mixage, de l'habillage et créer une émission. Donc, on a décidé de mettre nos compétences acquises à la sueur de notre front sur Adobe Audition au service d'autres personnes qui auraient envie de lancer leur émission. Mmh. Super. Partagez votre expertise avec d'autres et donner, permettre à d'autres de faire décoller aussi leurs projets et d'avoir, votre expertise, à leur côté. Formidable, hein, formidable. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, un mot de la fin, quelque chose que tu souhaiterais, dont tu souhaiterais parler avant qu'on clôture cet épisode? Ah bah écoute, non, je trouve qu'on a vraiment fait un très beau tour de piste du sujet et de tous les axes qui étaient importants et de toutes les évolutions qu'on a pu avoir. Donc non, moi j'ai rien à rajouter. Alors où est-ce qu'on envoie, les auditeurs et les auditrices pour vous retrouver? Eh bien, ils peuvent nous rejoindre donc sur notre podcast, donc sur toutes les plateformes d'écoute où ils peuvent retrouver le tien. Ils ont à taper entre nos lèvres et normalement ils devraient arriver sur notre émission. Et sinon, on est principalement présente sur Instagram, c'est pareil à entre nos lèvres. Et par ailleurs, on a un site internet avec une newsletter qui va bientôt devenir aussi un site où il y aura des articles. Donc s'ils ont envie d'apprendre davantage sur le sujet, qu'ils n'hésitent pas. Super, formidable. Bah, écoute, merci beaucoup Margot pour cette, Merci à conversation toi, c'était passionnante. super chouette. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer un jour, lors d'un de mes retours en France. Bah, j'espère, je compte là-dessus. Très Tiens-nous au bien. courant de quand tu viens. OK, au revoir. Au revoir. Alors voilà, ma conversation avec Margot Roll est terminée. Mais si vous avez envie de continuer à explorer autour de cette thématique de la sexualité, alors je vous invite à écouter de suite l'épisode 37 intitulé Parlons sexe et jouissance, ainsi que l'épisode 49 intitulé Se faire accompagner dans sa sexualité, et enfin l'épisode 65 intitulé Mal baiser, dénoncer le patriarcat sous les draps. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicky.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.